si des études concluent qu'effectivement, il y a des améliorations à réaliser, on les fait. On a justement un exemple ici, l'intersection de la route 132 à Saint-Fabien. Initialement, au début des années 2000, on avait une route à 90 km/h, 4 voies de circulation. En 2008, on est passé à 2 voies. On a mis un terre-plein, on a fait du marquage au niveau central. Puis récemment, les dernières années, la municipalité nous a fait une demande pour diminuer la vitesse, améliorer les conditions au niveau de la circulation, de la sécurité. On a réalisé une étude. Puis suite à l'étude, on a apporté des améliorations. On a diminué la vitesse. Il y avait une certaine problématique au niveau des collisions arrière. On a créé des voies de virage à gauche dans les deux sens pour permettre aux véhicules qui attendent au virage à gauche de ne pas être emboutis par un véhicule qui va aller tout droit. Donc, il y a une voie pour aller tout droit. On a réaménagé le message au niveau de l'intersection pour que ce soit plus clair. Donc, ça a été réalisé en 2022. C'est sûr que même si c'est fait, on ne regarde pas ailleurs. On va faire un suivi l'année prochaine, faire un relevé de vitesse pour voir les mesures qu'on a apportées, si ça a apporté des modifications au niveau de la vitesse. Puis quand on aura 3 ans de données au niveau des accidents, on va faire un bilan pour voir effectivement les mesures qu'on a prises, est-ce qu'il y a eu un impact positif sur la sécurité au niveau de l'intersection. Christian Damour. Directeur au niveau de la planification et de la gestion des infrastructures au bureau direction régionale à Rimouski. Si je vous comprends bien, M. Damour, ça veut dire qu'on n'aura pas. Ça va prendre 3 ans encore pour qu'on ait un portrait de la situation de la route 132 pour après ça apporter des améliorations? C'est juste ponctuel. Là, c'est juste pour faire un suivi de l'amélioration qu'on a fait ici. Mais pour tous les autres points, s'il y a des demandes de municipalité, on y va de façon ponctuelle, on fait une étude, s'il y a des améliorations à apporter. Le suivi dont je parle, c'est juste ce cas-là en particulier pour dire, faire un suivi. Puis si, mettons, on s'aperçoit dans 3 ans, il y a peut-être point qui n'est peut-être pas corrigé, on fera d'autres améliorations, on bonifiera la circulation, la signalisation, etc. Mais il faut faire un suivi de nos aménagements pour s'assurer qu'ils répondent aux corrections de problématiques qu'on voulait adresser. Merci Christian. Simon, si vous voulez arriver à ces 4 ans, votre présentation. Oui, Merci. Si vous voulez vous avancer, oui. Oui, bonjour, Simon Levoix, gérant de projet pour le ministère des Transports des autoroutes 20 et 85. Madame la ministre, on est dans la phase 3, entre Trois-Pistoles et Rimouski-le-Bic, un secteur de 47 km, et il y a une étude d'opportunité qui est en train de se mettre à jour, donc des données d'accidents, données de circulation. On va comparer la 132, les données sur la 132 actuelle avec les données sur l'autoroute 20, dont entre autres le secteur qui a été mis en service en 2015 avant Notre-Dame-des-Neiges. Et quand est-ce que cette étude-là va être terminée? Au courant de la prochaine année 2024, va se réaliser au courant 2024. Quelle est la prochaine étape? Les prochaines étapes, après ça va être l'étude d'impact, l'étude de corridor, étude de tracé pour réaliser l'étude d'impact sur ce corridor-là. Merci beaucoup pour les questions techniques. Je vous invite à communiquer avec le ministère des Transports directement. Ce sera beaucoup plus simple pour vous répondre. Mesdames les ministres, Madame la députée, sont Parce que là, moi, c'est Excuse, Vanessa, t'es en shot de tout le monde. Non, pas encore, ce sera pas long. OK. On va être sûr que tout le monde est On va peut-être entre les deux. Je pense, Mme Guilbeault, on peut pas occulter ce qui s'est passé sur Jamène, plus à l'est, sur l'autoroute 20. Un accident mortel, des blessés. Il y a des voies qui se sont élevées pendant plusieurs années pour que la 20 passe de 2 à 4 voies. C'est une autoroute qui est plus achalandée que la route 175 de Parc des Laurentides. Êtes-vous prêt à considérer une autoroute à 4 voies entre Rimouski et Montjoly? Bien, d'abord, je veux évidemment offrir mes condoléances à la famille de la personne qui est décédée. C'est ce matin ou cette nuit, en fait, c'est très tôt ce matin que j'ai eu l'information. Une tragédie, évidemment, alors nos pensées vont à la famille de cette personne-là. Et vous soulevez un point, effectivement, on entend là, à l'occasion la demande, ou en tout cas la demande d'évaluer l'opportunité peut-être d'avoir 4 voies. Nous, ce qu'on fait au ministère, c'est ce qu'on fait partout au Québec, dans l'ensemble de notre réseau, le réseau qui est sous notre administration, 33 000 km de route, quand même, c'est vraiment de se baser sur les données. Est-ce que les endroits sont considérés comme des zones accidentogènes et sur les recommandations des coronaires aussi? Parce que chaque fois qu'il y a un décès sur notre réseau routier, il y a une investigation par un coroner, il y a des recommandations qui sont faites. Et tout ça est pris en compte dans la détermination de nos projets routiers. Or, il n'y a pas à ce jour de recommandation de coroner comme telle sur l'élargissement de l'autoroute 20, le tronçon qui est déjà en fonction, là, comme vous dites, entre Montjoly et le Bic. Alors donc, je dis toujours qu'il ne faut jamais dire jamais, mais actuellement, c'est pas une option qui est sur la table parce qu'à la fois les considérations basées sur les statistiques, basées sur
les évaluations de ce qui se fait comme déplacement et sur les recommandations de coroner ne vont pas dans ce sens-là. Est-ce que l'objectif de votre visite aujourd'hui, Mme Guilbeault? Et l'objectif, c'est à la demande de mes deux amis, collègues que vous voyez ici, Amélie qui est députée de Rivière-du-Loup, Témiscouata, et Maïté qui est députée de Rimouski et ministre régionale, qui m'ont demandé, parce qu'on sait que le prolongement de la main, c'est un dossier extrêmement important dans la région du Bas-Saint-Laurent, à la fois chez Amélie et chez Maïté, et je dirais pour l'ensemble des intervenants, parce qu'on sent un très fort appui au projet. Évidemment, il y a certaines personnes qui sont en désaccord, et c'est tout à fait correct, mais dans l'ensemble, quand on parle aux gens, il y a un très fort appui pour le prolongement de l'autoroute 20, à la fois chez les élus, chez les différents groupes de développement socio-économique, etc., chambres de commerce et compagnie. Alors, elles m'ont demandé de venir, donc je suis ici aujourd'hui. On est ici à Saint-Fabien, par la suite, on va se rendre à Trois-Pistoles. Vous savez, il y a 2 projets qui sont en suspens, on dit que je serai en travail actuellement pour le prolongement. Il y a la phase entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles et la phase entre où on est ici, là, justement, entre le BIC et donc, alors, 2 phases qui sont pas au même degré d'avancement. Ici, on est encore en étude d'impact, mise à jour de l'étude, c'est-à-dire l'étude d'opportunité, comme ça a été dit tout à l'heure, donc l'évaluation des besoins et des différentes solutions. Pour l'autre phase, on est un petit peu plus avancé, donc la prochaine visite qu'on s'en va faire, et on a l'occasion de commenter à nouveau pour ceux qui seront là aussi. Le travail est plus avancé sur l'autre phase. Alors, on peut penser avoir des résultats dans la prochaine phase un petit peu plus rapidement que celle-ci, mais dans tous les cas, l'important, c'est que le travail, il avance. Il faut rappeler qu'on a remis ce projet-là au PQI nous-mêmes au printemps 2022. Depuis ce temps-là, il y a eu des travaux, il y a eu des mandats qui ont été donnés à des firmes. Les choses avancent une fois pour toutes parce que ça avait été retiré du PQI en 2015, je crois. Donc, pendant 7 ans, il n'y a rien qui s'est fait. Alors, à notre arrivée au gouvernement, on l'a remis au PQI. Donc, ça veut dire que les travaux avancent. Vous voyez qu'il n'y a pas l'unanimité ce matin. On a des pros et des anti-20. J'imagine que vous allez nous dire de nous entendre avant d'aller un petit peu plus loin. Bien, comme je disais, puis je vais peut-être laisser mes collègues compléter parce qu'elles vivent ici au quotidien, mais moi, pour ce que j'en sais, à travers la voix de mes collègues, et même le député de Matane-Matapédia est derrière ce projet-là, souhaite le prolongement. Alors, du point de vue des élus, je dirais que c'est assez unanime. Je ne vais pas parler pour chacun. Je pense que des fois, il y a peut-être certains élus moins, mais dans l'ensemble, les élus sont très favorables au projet. Les organisations, les sociétés de développement socio-économique, touristique, etc., sont derrière le projet aussi, souhaitent avoir le prolongement de la 20. Je l'ai dit, il y a eu 7 ans de suspension depuis la mise en service du dernier tronçon qui a été livré. Alors, moi, je le vois comme une nouvelle extrêmement positive et attendue par les gens du Bas-Saint-Laurent. Comment allez-vous convaincre avant les prochaines élections? Concrètement. Oui, c'est ça. Bien là, on est en train de mettre à jour l'étude d'opportunité, comme j'ai dit, pour la phase 3 et pour la prochaine phase qu'on s'en va visiter à Trois-Pistoles. Il y a un petit peu plus d'avancement là-bas. Je dirais le morceau principal, c'est le fameux pont sur la rivière de Trois-Pistoles. Puis je laisserai Amélie compléter. Mais donc, c'est de mettre à jour aussi l'étude de concept du pont. Parce qu'à l'origine, il y avait eu une proposition qui avait été faite, mais il faut remettre tout ça à jour, je dirais au goût du jour 2023, dans un contexte où il y a évidemment des préoccupations environnementales. Il y a déjà tous les décrets environnementaux avaient déjà été obtenus. Mais vous le voyez, là, je pense que c'est important de s'assurer qu'on consulte adéquatement les gens, là, pas les gens qui sont pour et qui sont contre, les citoyens, les élus. Et il y a des comités qui vont être mis en place très concrètement, là, si ça va nous parler, mais ça, on va peut-être donner plus de détails à la prochaine visite, mais il y aura très concrètement, avant la fin de l'année, 2 comités qui vont être mis en place de suivi, un avec des élus et un qui va être plus élargi avec des gens de différents milieux, des citoyens et tout ça, pour faire avancer les projets tout en consultant adéquatement les gens. Il y a beaucoup de cynisme qui entoure la question de l'autoroute 20 dans la région. Oui. Quand même, les gens l'attendent depuis des décennies ici. Là, est-ce qu'on est capable de leur dire, je sais pas, y a-t-il un horizon, y a-t-il un calendrier quelconque pour la première pelletée de terre ou on n'est vraiment pas là encore? On n'est pas à la première pelletée de terre parce qu'il y a encore des travaux complexes. Tu sais, les projets majeurs, puis ça, c'est un projet majeur, 100 millions et plus, c'est considéré des projets majeurs au ministère des Transports et il y a toujours plusieurs étapes. Donc là, on est en étude, soit que ce soit une étude d'opportunité pour une des phases, pour l'autre. Il y a un pont, alors ça amène de la complexité. C'est différent quand il y a un pont que seulement faire un tronçon d'autoroute. Pour la phase ici, vous voyez, on est encore aussi, éventuellement, on va en arriver avec l'évaluation des différents corridors. Donc, il y a encore un certain nombre de choses à déterminer qui font en sorte que ça va prendre un certain temps, mais avant le printemps 2022, il n'y avait littéralement plus rien qui se passait. Alors moi, je peux comprendre les gens qui étaient signés parce que c'était pas au PQI. Quand c'est pas au PQI, ça veut dire que ça n'existe pas. Si on veut résumer ça de façon simple, là, si c'est pas au PQI, un projet d'infrastructure majeure, c'est parce que ça n'existe pas. Alors l'inscrire dans le PQI, ça le met automatiquement en mouvement. Puis après ça, bien, il y a des étapes. Éventuellement, il y aura un dossier d'opportunité qui va pouvoir être déposé au cours des prochaines années quand les travaux vont être finalisés. Mais pour en arriver là, il faut s'activer. Or, depuis l'an dernier, on s'active et les choses avancent dans les 2 phases. Si on
Madame Guilbeault, comment vous allez convaincre le maire de Non, tu ne Trois-Pistoles pas rien. par rapport au parachèvement de l'autoroute 20? Le maire de Trois-Pistoles ne veut pas. Bien, peut-être que je vous laisserai répondre là-dessus. C'est ça, parce que mes collègues sont en discussion très étroite avec monsieur. Il y a un comité de suivi, là, ma collègue, la ministre des Transports l'a mentionné, un comité de suivi de vigilance qui va être mis en place pour un secteur du pont de la rivière Trois-Pistoles. Donc, les élus auront, et dont le maire de Trois-Pistoles, l'occasion de transmettre leurs préoccupations pour que les ajustements puissent être apportés aux besoins selon la conception du projet pour en arriver à une conception qui est conforme aux attentes du milieu. Donc, ces comités de suivi, ils servent à avoir une tribune pour que les élus puissent être entendus. Les études, est-ce qu'on les a scrappées complètement? Les études précédentes, on a recommencé à zéro? Non, pas du tout. C'est ça, il y avait beaucoup d'études qui avaient été faites. Comme je vous dis, la phase qu'on s'en va visiter, elle est plus avancée là, que la phase actuelle. Donc, on part de tout ce qui avait déjà été fait, mais il y a des mises à jour qui sont nécessaires parce que quand je vous dis mettre à jour l'étude pour la conception du pont, est-ce que le concept de l'époque est encore le meilleur? Et on en discutait ce matin avec les équipes, notamment du point de vue des coûts. C'est sûr que les coûts des projets, c'est souvent un facteur important. Puis en ce moment, tous les projets coûtent cher. Les coûts explosent, les coûts des matériaux. Alors, est-ce que les matériaux qui avaient été prévus à l'époque dans le pont d'origine sont toujours les bons? Est-ce qu'on peut avoir des alternatives moins coûteuses, plus rapides, plus simples, plus adéquates par rapport à l'environnement, par rapport aux besoins des citoyens? Donc, la route du Sceau, dont on me parle, qui est située autour du pont. Alors, mais Amélie est en communication constante avec toutes ces personnes-là et on va faire le travail comme il faut. Transport Puis on va y aller, mesdames. Transport aérien régional, Pascal Aviation abandonne les dessertes Montréal-Québec à compter du 4 décembre. Il n'y aura plus de vol régional à partir de Montjoly, sauf pour Bois-Bouche et Sept-Îles 2 fois par semaine. Est-ce que Québec peut intervenir dans ce dossier, même si c'est de juridiction fédérale quand même, les aéroports, parce que l'Est du Québec va se trouver à être abandonné complètement avec le départ d'Air Canada en plus? Oui, bien c'est sûr que c'est des décisions de gestion qui ont été prises par la direction de Pascal, mais le soutien gouvernemental au transport aérien régional est plus élevé que jamais, je dirais, depuis le contexte de la pandémie. Les programmes d'aide d'urgence qu'on a mis en place pendant la pandémie, on a donné des dizaines de millions. Là. Et je pense, toute réserve, c'est 37 millions? C'est en raison justement de la fin de ces programmes. C'est ça exactement, mais il y a quand même eu, je crois, il faudrait le revalider, mais je crois autour de 37 millions de subventions cumulées. 67 millions de subventions cumulées chez Pascal, de l'argent gouvernemental, dont un 10 millions au dernier budget. À mon arrivée, ils nous ont fait des demandes, on leur a donné un 10 millions au dernier budget. Et 7 millions, un peu plus de 7 millions à travers le programme des billets à 500 $. Donc quand même, c'est beaucoup d'argent, près de 75 millions qui a été donné à Pascal en soutien aux opérations. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ce sont des entreprises. Alors, il y a des questions de rentabilité, il y a des questions de dépenses d'exploitation. Alors, ils ont pris ces décisions-là, mais il faut trouver à un moment donné, je pense, l'équilibre entre, oui, soutenir nos transporteurs pour assurer une desserte régionale adéquate, mais trouver une façon de rentabiliser aussi, en quelque part, ces organisations-là, puis de consolider l'offre des vols. Moi, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Entre autres, j'ai donné un mandat à une firme, puis je vous reviendrai parce qu'on fera en temps et lieu aussi des annonces sur l'aérien. Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. J'ai mis en place, j'ai réactivé en fait un comité permanent, moi, sur l'aérien, où tous les intervenants sont là, Pascal est là d'ailleurs, pour justement voir quels sont les problèmes. Le problème, c'est que les gens trouvent qu'il n'y a pas assez de vols ou que les vols ne sont pas assez fiables. Ils achètent un vol, c'est annulé, même avec un billet à 500 $. C'est bien le fun d'avoir un billet à 500 $, mais si ton vol est annulé, tu n'es pas plus avancé. Donc, il y a un ensemble d'enjeux, puis la rentabilité pour certains. Alors, on est en train de regarder ça, mais pour ce qui est de Pascal, bien évidemment, c'est ça, c'est une décision qui a été prise. Mais moi, je travaille sur la consolidation et la fiabilité de la desserte aérienne régionale. Donc, cette aide d'urgence-là ne va pas revenir. L'aide d'urgence qui a été coupée dans le fond, qui a été mise en place par le Québec, vous allez pas le parc. Mais on a encore des programmes, c'est ça, mon programme, le parc, qu'on appelle le PAR. Oui, c'est ça. Il reste beaucoup d'argent, 45 millions autour de ça, je pense, dans ce programme-là, notamment les billets à 500 $. Alors, il y a encore d'argent qui est disponible. Mais c'est pour ça que je vous dis aussi, on ne peut pas donner de l'argent à l'infini à un moment donné si quelque chose ne fonctionne pas à la source ou s'il y a peut-être d'autres enjeux aussi. Fait que c'est pour ça qu'on travaille avec l'ensemble des transporteurs québécois. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, dames les journalistes. Merci. On se rejoint à